Bonsoir à tous, merci de nous retrouver à nouveau dans l'entretien du jour. Ce soir, nous parlons du Nigeria, de la libération des jeunes lycéennes de Dapchi et nous évoquons surtout les questions qu'on se pose après leur libération. Il y a tellement de questions que nous allons essayer de les poser à notre invité que je vous présente. Il est franco-nigérian, il est patron de Phobos, une société de conseil en géopolitique et en développement. Emmanuel Iga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis heureux de vous accueillir dans l'entretien du jour parce que vous connaissez le Nigeria et vous connaissez la géopolitique de votre pays. Et au-delà du soulagement que chacun de nous peut ressentir après la libération des filles de Chibok, on ne peut pas s'empêcher de poser quelques questions. Mais avant de poser ces questions, qu'est-ce que cette libération vous inspire ? Mais premièrement, je pense qu'on doit se réjouir, justement, comme vous venez de le dire. Pour ce qui me concerne, ne serait-ce que du fait que je suis père de famille. Et j'ai une fille de 16 ans qui est en train de terminer son lycée ici en France et qui me rappelle beaucoup ces filles nigérianes, que ce soit celles de Chibok qui ont été kidnappées en 2014. Une grande majorité d'entre elles ont été libérées, mais il y a un certain nombre qu'on a encore à libérer. Et puis, il y a eu cette deuxième prise d'otages visant des lycéennes dans l'État voisin de l'État de Borno, d'où les filles de Chibok ont été kidnappées, l'État de Yobe, donc dans la ville de Dapchi. Donc, ça nous est tombé sur la tête comme ça, alors qu'on n'en avait pas encore fini avec le cas de Chibok. Et là, ça s'est déroulé un petit peu différemment, avec une libération qui serait intervenue par la négociation au bout de quelques semaines. Contrairement au cas de Chibok. Ça fait à peu près un mois, les filles avaient été enlevées vers le 19 février. Et aux environs du 21 février, 21 mars, on a commencé à parler de cette libération et la libération a été effective. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de cette libération ? Parce que, passé l'euphorie, est-ce qu'on sait qui a négocié avec qui ou on est toujours dans le flou ? Ah, là, on est vraiment encore dans le flou. On attend que les responsables politiques, les responsables gouvernementaux en charge du dossier, le ministre de la Défense, le ministre de l'Information, la présidence, qui nous fournissent plus d'éléments. Ils se contentent pour l'instant de nous dire oui, nous avons pu négocier derrière la scène et nous n'avons pas payé de rançon. Bon. Ça, ce serait quand même un grand miracle. C'est un exploit. Que des groupes terroristes, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore qui a vraiment kidnappé ces filles, et s'il s'agit réellement d'un kidnapping, une prise d'otage du genre des filles de Chibok, dont on savait vraiment que c'était Boko Haram. Boko Haram les a montrées à la télévision, on les a vues, ils ont menacé de les marier de force. De les vendre en esclavage, etc. Et on savait que ces filles-là étaient là. Dans leurs mains. Voilà. Mais dans là, cette on n'a rien vu. Boko Haram à l'époque dirigée par Chekao. Par Chekao. Bon, là, on essaye de nous dire, oui, que ce n'est pas la faction de Chekao, c'est la faction d'Al-Banawi qui a quitté. Mais qui aurait quitté Chekao parce qu'il trouvait Chekao un peu trop mou. Bon, alors, donc, on ne s'attendait pas que la faction Al-Banawi réussissent à capturer 107, 110 filles. D'ailleurs, il y a même une polémique autour du nombre. Il avait réussi donc à les prendre et à les planquer quelque part. Et qu'ils puissent comme ça les libérer sans rançon, etc. Vous ne croyez pas au miracle? Non, ce qu'on sait, c'est que les filles ont été prises par un groupe qui serait arrivé dans un convoi
de véhicules. Oui. Il y a quand même 105 à 110 filles. Oui. Donc, un convoi d'environ, on avait dit à peu près 9 véhicules. Oui. Bon. Donc, comment 9 véhicules traversent toute une région censée être une des régions les plus militarisées du Nigeria aujourd'hui, puisqu'on est dans le secteur qui est très dérangé par cette insurrection de Boko Haram. Oui. Donc, et il y a des checkpoints, des blocages partout avec des policiers ou des militaires qui fouillent les véhicules avant que ça ne passe. C'est un peu ça le scénario quand on voyage dans ce secteur au Nigeria. Alors, comment 9 véhicules qui ne peuvent pas emprunter comme ça des chemins de brousse passe tranquillement avec 110 filles, avec même une caserne militaire qui était à quelques kilomètres. Donc, on n'a pas pu faire intervenir des militaires. C'était très compliqué à comprendre. Et là encore, on nous dit, pour leur libération, les filles ils sont revenus en convoi aussi. Déposer les filles. Déposer les filles. Alors, les filles sont parties comment? Quand on vient prendre des otages, on ne va pas leur donner. On vient vous prendre, aller chercher vos affaires, vos effets personnels et vos affaires et suivez-nous avec vos valises. Bon, donc. Et on supposait que ces filles-là étaient parties manu militari très vite, même s'ils ont dit que ça avait duré quelques minutes ou quelques heures, mais sont partis sans prendre leurs effets personnels. Et là, on les a redéposés devant le lycée avec des sacs de voyage. Ces filles avaient des sacs de voyage. Alors, ceux qui ont pu voir ces filles ont dit qu'il y avait des courses. Ils ont apparemment fait des courses, etc. Ils sont allés dans quelle ville, dans quelle boutique pour faire des courses. Et tout ça pose beaucoup de questions. Et on nous dit aussi, pour conclure sur ce sujet de comment ils ont été libérés, que le convoi était arrivé et les gens, les terroristes, entre guillemets, de Boko Haram qui les auraient pris, ou les terroristes qui les auraient pris, ont crié, ont fanfare, bon voilà, il ne faut plus mettre vos enfants à l'école, vos filles à l'école. Ils ont prêché. Pas à l'armée. Voilà, ils ont prêché pendant une vingtaine de minutes selon certaines personnes. Donc, fait leur travail de propagande et puis ils ont pris leur véhicule et ils sont partis. Alors, on est dans quel monde? Donc, il n'y a plus de sécurité, alors, donc plus personne ne peut téléphoner pour que... Alors, cette école-là devait être sérieusement gardée à partir du moment où il y a eu un kidnapping. Donc, comment se fait-il qu'ils sont arrivés sans trouver des militaires sur place? Emmanuel Iga, si je suis votre démonstration, il y a tellement de zones d'ombre dans cette affaire. On parle de leur kidnapping et vous vous interrogez clairement en disant comment on a pu laisser une dizaine de véhicules circuler dans une zone militarisée pour enlever les filles. Deuxième question, comment on a pu laisser ces mêmes véhicules les ramener, ces filles, et sans que l'armée n'intervienne. Et troisième question, il y a beaucoup de bizarreries, des filles qui réapparaissent avec des sacs de courses, etc., donc qui étaient dans un lieu où elles ont pu faire des courses, où quelqu'un leur a donné les courses. Je comprends. Une petite phrase sur cet aspect-là. On nous dit toutes les filles auraient été libérées, sauf une qui n'est pas libérée parce cause de sa foi. Elle est chrétienne et qu'elle aurait refusé de se convertir à l'islam. Bon, donc on la retient pour ça. Une fille qui s'appelle Léa. Bon, maintenant, et puis le ministre de l'Information nous dit, on a libéré pratiquement tout le monde, mais il y a 5 filles qui étaient décédées. Bon, qui sont ces filles? On ne nous dit pas le nom, on ne nous dit pas qui sont leurs parents, qui sont leurs familles, pourquoi les familles ne sont pas venues nous dire effectivement notre fille a été kidnappée mais elle n'est pas revenue. Bon, donc on ne soulève que le cas d'une seule fille qui est retenue pour raison de sa foi. Quand des filles sont mortes, au cours d'une opération, etc., où on devrait pouvoir nous prouver le décès réel de ces filles-là. On n'a pas encore de preuves. Vous avez l'impression qu'on nous mène finalement en bateau, où on ne nous dit pas tout sur cette circonstance. Est-ce que dans votre esprit, on peut soupçonner, même si le gouvernement est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas eu de rançon, il y a bien eu une négociation. C'est ce qu'ils admettent. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné en retour
à votre avis? D'abord, on ne nous dit pas avec qui ils ont négocié. Donc, le flou est déjà là. Oui. On ne sait pas qui a kidnappé ces filles. On ne le sait pas. Mais on nous dit que c'est Boko Haram. Mais on voit que ça ne cadre pas avec le mode opérationnel de Boko Haram tel qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui. On nous parle de certaines personnes, bon, ça c'est pas des sources officielles, mais qui nous disent oui, ils ont payé, ils ont payé des fuites, hein, par des gens de services secrets auraient dit que bon voilà, ils ont payé 5 millions d'euros, l'équivalent de 5 millions d'euros pour libérer les 105 ou 110 filles. Mais bon, je ne vois pas Boko Haram qui ne vit que de ce genre de kidnapping. Libérer 110 filles pour 5 millions d'euros, ça c'est même pas... C'est trop peu? C'est trop peu quand même. Voilà. C'est trop peu? Ah oui, quand même. Ah oui, donc, donc même s'ils avaient payé, ils ont dû payer encore plus cher que cela. D'abord, ils vont payer plus cher que ça. Et on sait la question on sait que quand on paye des rançons comme ça pour libérer des otages, il n'y a pas que le preneur d'otages qui en profite. Les intermédiaires aussi, tous ceux qui sont autour. Et tout ça, et puis ça ouvre la voie à toutes sortes de spéculations dans le contexte politique actuel où on est en train d'aller vers les élections dans 11 ou 12 mois. Que bon, pourquoi pas un scénario où des gens proches du pouvoir qui savent que le pouvoir est en perte de vitesse et il y a une menace réelle que le pouvoir ne puisse pas remporter les élections à venir. Donc, que, bon, voilà, ils ont peut-être monté une opération pour redorer le blason du pouvoir. Surtout que c'est sur le point sécuritaire que le président Buhari semble avoir échoué finalement. Voilà. C'était sur ce point-là qu'il avait promis aux Nigérians que voilà, mon prédécesseur a échoué, moi je vais réussir. Vous mettre en sécurité dans le pays. Et apparemment, pour l'instant, il n'a véritablement pas réussi la lutte contre Boko Haram. La théorie, la thèse d'un complot autour du pouvoir est en train de faire son chemin. Ça fait son chemin. Et c'est tout de même étonnant. Il faut que nos téléspectateurs nous comprennent bien. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause la libération des filles. Nous nous posons des questions sur un État régulier, un gouvernement, un État d'une puissance comme le Nigeria qui, du coup, financerait, parce que si jamais ils ont véritablement payé les preneurs d'otages, c'est qu'ils financent l'insurrection armée dans leur propre pays. Absolument, ce qui serait un paradoxe. Donc, le président Buhari aurait fort à faire pour expliquer ça pendant la campagne présidentielle qui s'annonce. Si il est avéré que de l'argent avait été échangé entre les mains pour libérer les filles. La question qui se pose aussi à ce stade, c'est que pourquoi le gouvernement laisse ces spéculations nourrir toutes les conversations au pays, dans les médias sociaux, on ne parle que de ça. Et tout le monde est en train de dire, mais non, il faut que le pouvoir nous réponde, nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, là, on n'a pas de réponse et on s'étonne aussi que l'Assemblée nationale du Nigeria n'ait pas réfléchi à instituer à ce stade une commission parlementaire, parlementaire pour comprendre ce qui s'est passé. Essayer d'élucider ce qui s'est passé. Comment expliquez-vous le silence les Nigérians qu'ils représentent, les législateurs représentent, les Nigérians ont droit à cette explication. On ne peut pas avoir un pouvoir qui pourrait prendre des décisions ou organiser une machination qui ne serait pas du tout dans l'intérêt de la nation. Oui, surtout qu'un Parlement est fait pour contrôler l'action gouvernementale. Absolument, contrôler l'exécutif. Oui, il est dans l'intérêt du peuple. Qui est soupçonné de n'avoir pas fait les choses de façon sincère. Et il est dans l'intérêt du peuple de connaître la vérité sur la libération de ces filles. Malheureusement, il y a de véritables zones d'ombre. Vous évoquez
évoquiez tout à l'heure la possibilité, parce que évidemment les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit où il faut forcément trouver la vérité non plus. Les gens supputent énormément, mais n'empêche que il y a de vraies questions qui sont posées. Est-ce qu'il existe ne serait-ce qu'1% de chance que quelqu'un des officines ait pu imaginer un scénario comme celui-là, enlever les filles et pour redorer vraiment le blason du gouvernement sur le plan sécuritaire? Ah. Dans tout pays, Oui. même dans les pays développés, y compris dans des pays comme la France où on est en train de parler là, Oui. tout est possible. Hein. Oui. On a vu des machinations parfois au plus haut niveau. Donc ce n'est pas impossible. Oui. Il y a effectivement ne serait-ce qu'1% de chance que ce soit le scénario qui se soit déroulé. Mais on est dans un climat général d'insécurité. On nous dit que, alors, une des théories qui circulent, c'est que cette opération a été montée par un groupe de militaires qui avait été enrôlés pour réaliser cette mission, oui. par la hiérarchie militaire qui est bon, le président, c'est le commandant en chef oui. des armées, bon, donc il devrait être au courant. Donc on est sur ce genre de spéculation. Et que les militaires ont organisé ça pour essayer de redorer le blason du pouvoir. Bon, là, je peux dire que il y a 2 jours, oui. le général très respecté, le général Théophile Danjuma, qui est maintenant âgé, qui avait fait la guerre civile au Nigeria, a participé au régime d'Obasanjo des années 70, qui avait rendu le pouvoir aux civils démocratiquement élus, etc., tranquillement, et qu'il est très respecté. Il s'est retiré dans les affaires, il sort très rarement dans les médias, et là, il est sorti pour dire que, voilà, on est dans une situation où la sécurité des Nigérians qui devait être garantie par les forces de sécurité ne l'est plus, tout simplement parce que les militaires seraient, selon lui, compromis et qu'ils ne sont plus neutres. Autrement dit, les militaires, l'armée nigériane est politisée, et donc il n'est pas impossible qu'il y ait un vase communicant et des intérêts. Et il appelait carrément les Nigérians à se lever eux-mêmes pour prendre leur sécurité en main. Voilà. La présidentielle, c'est dans 11-12 mois, bientôt, au début de l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un sait si le président Muhammadu Buhari, malgré son état de santé, serait candidat à sa propre succession? Son état de santé s'est beaucoup amélioré. Oui, on a passé les 2 premières années avec un président qui était plus à l'étranger pour se faire soigner. En Grande-Bretagne qu'au pays. Et je pense que ça va bientôt faire 1 an qu'il n'a pas eu à s'absenter pour une période aussi longue. Quand on le voit à la télévision, il a l'air bien portant. Il est bien portant, et peut-être que maintenant, ça va être difficile pour lui de convaincre ses amis au parti APC, au pouvoir, qu'il n'est pas en mesure, pour des raisons de santé, de continuer. Les amis, évidemment, vont faire pression sur lui pour qu'il se représente. Bon, il y a sa femme qui avait à un certain moment dit qu'elle pense qu'il devrait songer à se reposer après un premier mandat. Mais on ne sait pas si elle est toujours dans le même état d'esprit. Parce que le pouvoir, ce n'est pas une question du président seul. Il y a tous ceux qui l'entourent. Il y a ses amis, il y a son parti qui profitent du fait qu'il est au pouvoir. Et les indications, les indices qu'on a des déclarations des uns et des autres autour du président laissent à penser qu'il se représentera. Et il aura fort à faire quand même, non? Il aura fort à faire. Sur son bilan. Il aura sur son bilan, que ce soit
économique, au niveau de la sécurité, au niveau de la cohésion nationale. Oui. Le Nigeria est confronté à des défis énormes sur tous les registres, quoi. C'est extrêmement compliqué et le parti au pouvoir va avoir fort à faire. Le seul problème, c'est que pour l'instant, l'opposition n'est pas bien organisée. Oui. Et l'opposition n'a pas non plus un candidat ou des candidats de consensus autour duquel se rallier. Oui. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Buhari. Quand après 4 tentatives, il a pu rallier la majorité de l'opposition autour de son programme et puis de s'imposer pour faire face à Goodluck Jonathan. Et c'est comme ça qu'il avait gagné. Oui. Bon, là, on n'en est pas à ce niveau-là. Pour l'instant, l'opposition se cherche au Nigeria. Et c'est peut-être ça qui va rendre le travail un peu plus facile pour Buhari. Vous qui connaissez le monde de l'investissement, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le président Buhari a réussi à apaiser les investisseurs étrangers qui avaient envie de s'installer, par exemple, au Nigeria, par sa lutte contre la corruption dans le pays? La lutte contre la corruption, beaucoup de gens veulent mettre quand même un bémol. Oui. On ne nous a pas dit combien d'argent de la corruption ils ont réussi à récupérer auprès des anciens ou des officiels actuels ou anciens qui se seraient impliqués dans la corruption. Prenons le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, où le prince héritier, le jeune prince, a déclenché une lutte contre la corruption dans le gouvernement, etc. Et en quelques semaines, il avait même enfermé en détention des personnalités extrêmement importantes. Et au bout de quelques semaines, il nous a annoncé, voilà, j'ai récupéré 100 milliards de dollars, l'équivalent de 100 milliards de dollars. Bon. On n'en est pas là. On ne nous dit pas combien ils ont récupéré. Et on ne nous dit pas ce qu'ils ont fait de cet argent qu'ils auraient récupéré auprès des corrompus. Alors, ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que si des gens ont été confondus de corruption et qu'ils ont même rendu une partie, même on ne rend jamais la totalité de l'argent qu'on a volé. Mais si on rend une partie, c'est qu'on est vraiment coupable de corruption. C'est vrai. Alors pourquoi ces gens-là ne sont pas en prison? Qu'est-ce qui empêche Buhari de les jeter en prison? Au moins pour quelques temps. Le temps de la justice n'est pas forcément le temps des politiques. Vous Bon, le savez, il va peut-être nous dire ça, mais ça fait quand même 3 ans qu'il est en place et on ne voit personne prendre le chemin. Il n'y a que l'ancien chef de la sécurité nationale, comment il s'appelle, Sambo Dasuki, qui en a fait pas mal, distribué des milliards de dollars. Et lui, il est en détention, même si on a demandé quand même qu'on le libère sous caution, ce qui est son droit. Mais bon, la justice elle-même pose problème parce que ces dernières années, on a vu sous Buhari beaucoup de juges eux-mêmes confondus de corruption. Voilà. Et donc c'est une affaire extrêmement compliquée pour le Nigeria et Buhari seul n'est pas en cause, mais il ne nous a pas donné tous les gages qu'il veut vraiment venir à bout de ce monstre de la corruption. Emmanuel Iga, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Juste en une phrase, vous avez quand même bon espoir pour votre pays ou pas? Ah oui, il faut quand même avoir bon espoir. Le Nigeria ne se résume pas un régime en place pour 4 ans ou 8 ans, parce qu'un président peut se représenter, se faire élire pour une deuxième fois. Le Nigeria, c'est presque 190-200 millions d'habitants. C'est un pays qui a une histoire très ancienne. C'est un peuple extrêmement dynamique. Un peuple très déterminé à aller vers le développement de sa nation. On a un secteur privé, heureusement,
qui est extrêmement entreprenant, et vous parliez tout à l'heure des investisseurs, c'est eux qui encore essayent de faire venir les investisseurs, sinon la situation est un petit peu compliquée. Mais je pense qu'on ne peut qu'avoir de l'espoir que les Nigérians ne laisseront pas un pays aussi important, et pour le Nigeria, et pour les Nigérians, et pour les Africains tout entiers. Laisser un tel pays sombrer. Non, on ne va pas sombrer. Le Nigeria continuera de tenir sa place. On va finir sur cette note d'espoir. Emmanuel Iga, merci beaucoup. Merci. Franco-nigérien, patron de Phobos, une société de conseil en géopolitique et en développement. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain avec un nouvel invité dans l'entretien du jour sur Télésud, évidemment. Bonne soirée.